En 1855, un certain Balmer produit une formule qui permet d'exprimer la longueur d'onde de certaines transitions de l'atome d'hydrogène en fonction d'un paramètre et de deux nombres entiers m et n. Cette formule empirique marche relativement bien et on ne sait pas pourquoi. Il va falloir attendre 1913 pour que notre ami Niels Bohr arrive à proposer le premier modèle quantique, et c'est ce modèle que je vous propose aujourd'hui d'étudier. Allez, c'est parti! Tout d'abord, un petit peu d'optique classique. Lorsque l'on envoie un rayon lumineux blanc, c'est ce qu'a fait Newton en son temps, sur un prisme, donc vous avez un prisme à l'écran, il y a une partie de ce rayonnement lumineux qui va être réfléchie, et une partie qui va passer à travers le prisme. La partie qui va passer à travers le prisme va être dispersée. En réalité, la lumière blanche est composée de longueurs d'onde, des couleurs différentes, et celles-ci suivent un trajet différent dans le prisme puisqu'elles vont voyager à des vitesses légèrement différentes. Et donc elles vont plus, en sortie, suivre le même trajet. Nous avons décomposé la lumière en couleurs. Nous allons utiliser cet effet-là pour mettre au point une technique spectroscopique. Du côté du prisme, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel, vous pouvez mettre soit un œil, soit une plaque photographique, soit un détecteur sensible. Et vous allez pouvoir tourner ensuite, en utilisant par exemple un télescope, ce prisme vers le Soleil, vers les étoiles, vers un autre objet distant pour l'étudier à distance. Au début du 19e siècle, Fraunhofer et Wollaston vont observer dans ce spectre des raies sombres en pointant le Soleil. Quelle est l'origine de ces raies verticales? C'est ces observations qui vont donner naissance à ce que l'on appelle la spectroscopie et que l'on utilise encore aujourd'hui sous diverses formes. On sait à présent que ceci traduit la présence d'éléments chimiques, grâce notamment aux travaux de Kirchhoff, Plücker et Benzen qui, à partir de 1859, ont réalisé des spectres de flammes avec à l'intérieur de ces flammes des éléments chimiques définis, donc des mesures en laboratoire. Pour comprendre un petit peu comment cela marche, tournons un télescope muni d'un prisme vers le Soleil. Donc le Soleil, c'est cette boule jaune. Il émet des photons. Les photons vont être dirigés vers le prisme. Et nous allons observer la dispersion de la lumière, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Mais en réalité, le Soleil, ce n'est pas juste une source de lumière. Le Soleil possède des éléments chimiques dans son atmosphère, que je représente comme ceci, et qui donnent lieu à la présence de raies dans le spectre. Les raies sont à des positions bien précises. Cette mesure date de 1802 et on la doit à Fraunhofer. Alors pourquoi ce sont des raies sombres? Ce sont des raies sombres parce qu'en fait, il y a des éléments chimiques qui vont absorber la lumière continue du Soleil. Et donc, il va manquer cette couleur dans le spectre que l'on va collecter, puisqu'il aura été absorbé par les éléments chimiques présents dans l'atmosphère. Et du coup, quels sont ces éléments chimiques? En laboratoire, on peut disposer de lampes où l'on isole certains éléments chimiques, du sodium, du mercure, de l'hydrogène. Prenons ici une lampe à hydrogène et envoyons son rayonnement sur un prisme. Et on voit ici des bandes qui sont colorées dans le rouge, dans le vert, dans le bleu et dans le proche UV. Et nous n'en voyons pas à d'autres endroits. Elles ne sont présentes qu'à ces endroits-là. C'est un spectre en émission, alors qu'au-dessus, c'était un spectre en absorption. Pourquoi voyons-nous ces bandes lumineuses et rien d'autre? Eh bien parce qu'en fait, on va exciter, avec des impulsions électriques notamment, les atomes d'hydrogène à l'intérieur de cette lampe qui vont se désexciter en émettant un photon. Mais on voit bien que si l'on émet ou si l'on absorbe, on va avoir la même position. Ça veut donc dire que ces positions sont relatives aux atomes sondés. Et on voit qu'il y a d'autres raies, ça veut donc dire qu'il y a d'autres éléments chimiques. Et bien cela, il suffit juste de changer le gaz dans la lampe et d'essayer de trouver des corrélations pour pouvoir identifier dans le spectre les éléments chimiques. Balmer, en 1885, s'est intéressé à essayer de prédire la position de chacune de ces raies, donc leur longueur d'onde. Et pour cela, il a produit une formule qui dit ceci. 1 sur la longueur d'onde est égal à une constante que l'on appelle la constante de Rydberg, multipliée par
une différence de 1 sur n1 au carré moins 1 sur n2 au carré, avec n1 et n2 qui sont des entiers. Et dans les deux, il y en a un qui vaut 2 et l'autre qui peut prendre n'importe quelle valeur supérieure à 2. 3, 4, 5, etc. Mais ça, c'est un résultat qui permet juste de dire, voilà, on peut mettre ça sous cette forme. Mais est-ce que ce ne serait pas compatible ou incompatible avec les théories du moment? La théorie classique, inspirée de la physique de Newton, disait ceci. Un électron se trouvait en orbite autour du proton. Cet électron, situé à une distance r de son proton, possède une certaine vitesse v. C'est un mouvement circulaire, donc il y a un angle droit entre le rayon et le vecteur vitesse. Comme l'électron est chargé négativement et le proton est chargé positivement, il existe une force d'interaction électrostatique dite de Coulomb entre les deux. Utilisons maintenant le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la somme des forces, c'est le produit de la masse par le vecteur accélération. Si on fait le bilan des forces, il n'y en a qu'une qui est dominante ici. Il s'agit de la force d'interaction électrostatique. Alors attention, parce qu'en fait il existe d'autres forces, dont je ne vais pas parler ici, mais qui sont complètement négligeables. Cette force d'interaction électrostatique s'exprime comme ceci. Il s'agit du produit d'une constante fois le produit entre les charges de l'électron et du proton, divisé par la distance au carré entre les deux, multiplié par un vecteur qui est de longueur 1 et dirigé comme ceci. L'accélération, si on prend ce vecteur n, est donnée comme ceci. L'accélération est normale à la trajectoire et vaut moins v au carré sur r. Attention, pour ceux qui voudraient un développement plus rigoureux, je vais relativement vite, je donne les étapes, mais bien entendu, on pourrait développer un tout petit peu plus dans certains cas. Égalons maintenant les deux membres, et nous voyons qu'ils sont tous les deux collinéaires au vecteur n. C'est bien que l'on peut projeter cette égalité vectorielle sur le vecteur n, et tomber sur cette égalité. Il se trouve que les charges de l'électron et du proton sont supposées être les mêmes, puisque dans un atome, nous avons une électroneutralité. Donc il y en a un qui a une charge plus, qui est compensée par la charge moins de l'autre. Si bien qu'au final, on a un signe moins à gauche et à droite de l'égalité qui vont se compenser, et nous avons cette égalité. Je multiplie à droite et à gauche par R, et je tombe sur ce terme-là. Et je vais multiplier à gauche et à droite par 1/2. Si bien que l'on reconnaît sur le membre de droite l'énergie cinétique. Mais quelle est la signification physique du membre de gauche? Nous allons voir ça dans quelques secondes. Donc la question que l'on peut se poser à présent, c'est est-ce que cette force est conservative? Pour savoir si une force est conservative, on doit s'intéresser au travail de cette force sur son déplacement dl. Alors ici, dl, je l'ai représenté en exagérant légèrement, puisqu'en fait le dl devrait être tout petit, même invisible à l'œil. C'est un déplacement élémentaire sur la trajectoire circulaire. Eh bien, prenons l'intégrale de ce travail et calculons l'intégrale sur un tour complet, c'est-à-dire d'un point A, on fait un tour et on revient à ce point A. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la circulation. Et une force sera conservative si la variation de travail en faisant un tour est nulle. C'est le cas du poids, par exemple. C'est le cas généralement de beaucoup de forces qui, en tout cas, ne sont pas des forces de frottement. Donc c'est le cas de cette force-ci. Pourquoi ? Eh bien, prenons le produit scalaire entre cette force et dl. Eh bien, on voit que F est suivant le vecteur radial n, et dl, en fait, est tangent à la vitesse. Il y a donc un angle droit entre les deux. Et vous savez que quand il y a un angle droit, le produit scalaire s'exprime comme le cosinus d'un angle droit, et donc cela, ça fait 0. La force est donc bien conservative. Et si elle est conservative, nous savons qu'elle dérive d'une énergie potentielle. Je n'ai pas le temps de vous montrer cela maintenant, et je ferai sans doute dans le futur une vidéo pour vous montrer qu'une force conservative doit dériver d'une énergie potentielle. Traduit en termes mathématiques, dans notre cas précis, cela veut dire que cette force est égale à moins la dérivée d'énergie potentielle par rapport à la position, par rapport à R. Il ne nous resterait plus maintenant qu'à intégrer le membre de droite, connaissant l'expression de la force, et nous trouvons l'expression de l'énergie potentielle qui est celle-ci. On voit qu'elle ressemble énormément à l'expression précédente. Vous voyez que le terme au dénominateur n'est pas en R au carré, mais en R. Donc si l'on revient là-dessus, ce terme en orange, eh bien c'est en fait moins l'énergie potentielle. Si bien que l'on vient de montrer que dans ce cas, l'énergie cinétique est égale à moins 1,5 de l'énergie potentielle. On peut aller un petit peu plus loin, en continuant sur un raisonnement de type énergétique. On sait qu'il n'y a qu'une seule force, et cette force est conservative.
Cela veut donc dire que l'énergie mécanique du système se conserve. Traduit mathématiquement, cela veut dire que E, l'énergie mécanique, qui est constante, c'est égal à un terme d'énergie cinétique de l'électron plus un terme d'énergie potentielle électrostatique. On a montré que l'énergie cinétique c'était moins 1/2 d'énergie potentielle. En injectant les deux équations, nous trouvons que l'énergie mécanique est égale à moins 1/2 de KE au carré sur R. Et là, la physique classique a un gros problème. Eh bien, cette formule vous dit que si vous restez à une certaine distance R, eh bien vous allez y rester tout le temps puisque l'énergie mécanique se conserve. Donc, l'électron va tranquillement se promener sur son orbite jusqu'à la fin des temps. Or, il existe une deuxième théorie qui est dite classique, qui est la théorie de l'électrodynamique. Donc ça veut dire la théorie des charges en mouvement. Sans vous parler de cette théorie-là, je ferai sans doute une vidéo dans le futur, cette théorie vous dit que toute charge accélérée émet un rayonnement. Or, notre charge ici, l'électron, subit une accélération due à son mouvement circulaire. Donc elle devrait émettre de la lumière. Cette énergie lumineuse va donc diminuer l'énergie totale du système. Et donc, l'énergie mécanique ne peut pas être constante. On devrait avoir quelque chose comme ceci. L'électron émet de la lumière, sa distance va diminuer. Il émet un autre photon, sa distance va à nouveau diminuer. Il émet encore un photon, sa distance diminuera encore, etc., etc., jusqu'à ce qu'il spirale pour tomber sur le noyau. Ceci rend instable la matière dans la physique classique. Cependant, nous n'avons jamais observé, pour le moment, d'atomes d'hydrogène qui soient instables. Ceci montre clairement qu'il y a un problème dans la théorie classique. Cela veut donc dire qu'il existe une autre physique qui reste à découvrir. Et c'est là que Bohr vient à la rescousse. Bohr va vouloir essayer d'obliger l'électron à rester sur son orbite circulaire malgré l'électrodynamique. Donc que va faire Bohr? Il va quantifier la façon dont l'électron tourne autour du proton. On dit qu'il va quantifier le moment cinétique. Alors revenons sur notre atome. Le moment cinétique, qui est noté L, c'est un objet qui se décrit normalement avec un produit vectoriel. J'en avais un petit peu parlé dans une vidéo précédente et je vous renvoie à cette vidéo. Ici, je vais juste utiliser un résultat. Le moment cinétique est égal au produit entre la distance entre les deux charges fois la masse fois la vitesse. Eh bien, Bohr va dire que cette quantité-là ne va pas varier n'importe comment. Elle va varier de façon entière. Donc il introduit le nombre quantique principal n, multiplié par une autre constante, qui est la constante de Planck divisée par 2π. Donc n peut prendre toutes les valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini, tant qu'elle soit entière. On en déduit que la vitesse est égale à ceci. Sachant par ailleurs que l'on avait démontré cette relation, on peut très bien maintenant injecter la vitesse dans la deuxième équation. Et de cela, on peut tirer le rayon. On voit que le rayon, c'est une constante fois n au carré. Cette constante, on la note à 0 et on l'appelle le rayon de Bohr. Si on fait le calcul, on trouve que ce rayon de Bohr est de 53 picomètres. Alors là, attention, la théorie quantique actuelle donne exactement la même valeur de à 0. Elle prédit beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas prédites par ce modèle qui était simpliste, mais qui était le premier modèle quantique finalement. On rappelle que l'énergie mécanique était donnée par cette expression. Si on injecte l'expression précédente du rayon dans cette expression-là, on regroupe les constantes entre elles, et on va tomber sur E est égal à une constante divisée par n au carré. Dessinons en ordonnée les énergies. Donc on a l'énergie pour n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4. On voit que comme l'énergie totale est proportionnelle à 1 sur n au carré, on voit que la distance entre deux niveaux d'énergie va diminuant lorsque l'on augmente ce nombre quantique n, si bien qu'à la fin on va tendre vers un n qui est infini. C'est ce qu'on appellera l'énergie d'ionisation. Et c'est cette constante EI. Imaginons maintenant qu'un électron se trouvait dans l'état n égale 3 et passe dans l'état n égale 2 en émettant de la lumière. Eh bien la différence d'énergie traduite en longueur d'onde va être égale à un photon dans le rouge. Si on fait la même chose entre un électron qui était initialement dans l'état n égale 4 et qu'il tombe dans l'état n égale 2, on va émettre
une longueur d'onde qui est autour du bleu. Si on fait la même chose de n égale 5 à n égale 2, on arrive cette fois-ci dans le violet et dans le proche ultraviolet pour n égale 6 jusqu'à n égale 2. Ceci constitue ce que l'on appelle la série de Balmer. Regardons si on arrive maintenant à obtenir la fameuse formule de Balmer qui a été trouvée empiriquement. L'écart en énergie entre deux niveaux est donné par la différence d'énergie entre ces deux niveaux. On sait grâce à Einstein et Planck que l'énergie d'un photon, qui correspond ici à la différence d'énergie entre deux niveaux, puisque c'est un photon qui est émis, est égale à h fois c sur lambda. H, la constante de Planck, c'est la vitesse de la lumière, lambda, la longueur d'onde de ce photon. À quel est le lien avec Balmer? Eh bien Einstein et Planck nous donnent la première équation, et Bohr nous donne les deux équations suivantes. Il ne nous reste plus qu'à mettre toutes ces équations ensemble, et nous tombons sur 1 sur lambda est égal à cette énergie d'ionisation divisée par hc fois une différence de terme qui est en 1 sur n au carré. Ce EI sur hc, c'est une constante. Et si on compare maintenant à la formule de Balmer, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait ici aussi une constante. Et si on fait le calcul, on tombe exactement sur la constante de Rydberg. Donc, oui, le modèle de Bohr a permis d'expliquer la formule de Balmer. Dans d'autres vidéos dans le futur, nous verrons que ce modèle de Bohr va être amélioré, puis ensuite va être abandonné au profit d'une nouvelle physique. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce qui vous a pas plu, s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions, j'essaierai d'y répondre, essentiellement sur Facebook, sur Twitter, mais également dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous, il n'y a aucun souci, et surtout n'oubliez pas de rester critique.